Aujourd'hui, inviter ce monsieur à un forum pour la paix est une hérésie. Il faut que les autorités françaises comprennent, sans la libération des prisonniers politiques dans notre pays, la situation sera toujours crispée. Or, toutes les forces vives aujourd'hui aspirent à une décrispation de la situation. Mais on se rend compte que M. Sassou est toujours l'homme qu'on utilise aussi bien pour contraindre son peuple à une vie, je dirais, misérable, et en même temps qui défend les intérêts de cette même France qui aujourd'hui dénonce le sentiment anti-français. Et d'ailleurs, M. Sassou ne s'est pas empêché de recevoir le ministre des Affaires étrangères de la Russie. Que se sont-ils dit? Qu'ont-ils signé? Et c'est là où je pourrais m'avancer sans l'affirmer, que cette invitation à Paris s'apparente plutôt à une convocation, parce que les dossiers sont nombreux concernant la situation de notre pays. M. Sassou n'a pas appliqué les recommandations des Nations Unies. L'ancien ministre des Affaires étrangères, M. Le Drian, lui avait demandé de poser un acte fort. Il a fait la sourde oreille et on est toujours, je dirais, dans un statu quo où ça bloque. Pourquoi ça bloque? Pourquoi les autorités françaises ne contraignent pas M. Sassou à poser des actes? Donc, c'est une situation difficile et pour le peuple et pour nous qui sommes à l'étranger. Et je pense que les actions vont être menées lors du passage de M. Sassou à Paris, parce que nous devons faire entendre notre voix. Notre voix doit compter et les autorités françaises doivent l'entendre. Vous savez, là où il y a oppression, il y a nécessairement révolte. Et ça arrivera, j'en suis fort convaincu que ça arrivera, parce que ça ne peut plus durer. Le Congolais ne peut plus aller plus bas que terre. Trop, c'est trop, et quand c'est beaucoup trop, c'est mauvais. Bonjour, bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles téléspectateurs, ravis de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de Droit de savoir qui portera sur la visite imminente de Denis Sassou Nguesso en France sur invitation de Paris. Nous reviendrons également sur les consultations informelles organisées par Jean-Dominique Okemba et Philippe Obara, respectivement, conseiller spécial de Denis Sassou Nguesso et directeur des renseignements congolais, qui ont déjà rencontré quelques éléments de la diaspora congolaise de Paris avant de les désavouer et porter leur dévolu désormais sur Tony Mudilo. Si le temps nous le permet, nous évoquerons également la crise sécuritaire entre le Congo Kinshasa et le Congo Brazzaville qui semble prendre des proportions de plus en plus inquiétantes. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour l'essentiel de ce qui va caractériser notre échange aujourd'hui avec les membres du mouvement pour agir. C'est ainsi que j'ai le plaisir de recevoir de nouveau sur ce plateau messieurs Jean-Paul Ebenga, délégué général du mouvement pour agir. Il est accompagné de Robert Adouki et Benoît Youlout, deux membres distingués du mouvement pour agir. Bonjour, chers messieurs. Bonjour, Christian Perrin. En tout cas, merci d'avoir encore accepté notre invitation. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, si vous nous rejoignez pour la première fois sur Telar TV, je suis Christian Perrin et soyez donc les bienvenus. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour être prévenu de toutes nos prochaines publications. Monsieur Jean-Paul Ebenga, je vais commencer par vous et en rappelant que vous êtes le délégué général du mouvement pour agir, un mouvement qui a pour vocation de promouvoir les idéaux de Jean-Marie Michel Mokoko. Dans un premier temps, je souhaiterais que vous nous disiez comment va-t-il et quelles sont les nouvelles sur le général Jean-Marie Michel Mokoko. Les nouvelles du général
on est en mesure de les donner, mais vous savez que nous n'avons pas accès à ce leader, à notre leader. Mais nous savons aussi que globalement, il se porte très bien. Il se porte très bien, mais malheureusement, dans une cellule de la maison d'arrêt de Brazzaville, vous savez que psychologiquement, il peut être atteint. Donc, voilà ce que l'on peut dire au jour d'aujourd'hui. Denis Sassou Nguesso sera en visite à Paris, sur invitation probablement de l'Élysée, mais nous savons également qu'il a avec lui des prisonniers politiques. Denis Sassou Nguesso est ce que l'on appellerait parmi les derniers dinosaures de l'Afrique, c'est-à-dire les derniers dictateurs en Afrique. Il sera donc reçu à Paris, probablement sur le tapis rouge. Et pourtant, Paris, dernièrement, c'était, je crois, en 2019, par son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui disait que Paris attendait les actes de la part de Denis Sassou Nguesso envers son opposant, donc le général Jean-Marie Michel Mokongo. Entendu par là, la libération du général Jean-Marie Michel Mokoko. En novembre 2018, donc un an bien avant, c'est le groupe du travail de l'ONU sur la détention, bien sûr, arbitraire du général Jean-Marie Michel Mokoko qui se prononçait pour sa libération sans condition. Mais depuis là, ces appels sont restés lettres mortes. Quelle lecture peut-on faire finalement aujourd'hui de cette visite de cet homme à qui on a pratiquement ordonné de libérer les prisonniers politiques, mais aussi des prisonniers d'opinion, parce qu'il y en a aussi, il y en a plein au Congo, Brazzaville. Et demain ou après-demain, Denis Sassou Nguesso foulera encore le perron de l'Élysée. Mais peut-on parler de paix lorsque les gens sont arbitrairement bastillés, tués et même empoisonnés, traumatisés par ce fait? Si je m'en réfère au dictionnaire, c'est aussi simple que ça. La paix, c'est le rapport calme entre citoyens. Absence de troubles, de violence. La paix, c'est un rapport entre personnes qui ne sont pas en conflit. Or, notre pays est en perpétuel conflit, mais les dirigeants se gargarisent le terme de la paix. Ils disent que la paix chèrement acquis, nul ne peut le mettre en doute. Mais quand on a des prisonniers politiques, quand on a des prisonniers d'opinion, comment voulez-vous parler de paix? Et ce monsieur à qui on a fait des recommandations de libérer ces prisonniers, il n'entend pas de cette oreille. Il vient, il est invité, et bientôt il viendra allègrement à Paris pour dire et faire je ne sais pas quoi. Comment voulez-vous parler de paix quand les travailleurs n'ont pas leur salaire, quand les gens ne peuvent se faire soigner dignement dans les hôpitaux? Je vais m'intéresser à Robert Adouki. Nous parlons donc de la visite imminente de Denis Sassou Nguesso à Paris, dans un contexte où on sait que, bon, ça, ce n'est plus à démontrer. Et puis, ce n'est pas moi qui le dis, hein. Denis Sassou Nguesso, c'est quand même parmi les pires des dictateurs d'Afrique centrale, j'allais dire, d'Afrique. Et à côté de cela, nous savons qu'il est revenu aux affaires à partir d'un coup d'État, à travers un coup d'État militaire, sanglant d'ailleurs. On parle de plus de 10% de la population congolaise qui avait été décimée lors de ce coup d'État. Donc, il est revenu par un coup d'État militaire. Il se maintient également au pouvoir par des coups d'État en permanence, bien entendu. Et dernièrement, c'est, je crois, en 2015 plutôt, où il fera un coup d'État constitutionnel pour se maintenir. Il a confisqué donc l'alternance démocratique depuis qu'il est revenu au pouvoir, et ça fait déjà pratiquement 25 ans. Et c'est ce monsieur qui est, une fois de plus, reçu à Paris. Et dans le même temps, je veux rappeler cela, la France ne cesse de crier partout où elle passe, j'allais dire, le président Emmanuel Macron ne cesse d'accuser la Russie d'instrumentaliser ce qu'on appelle désormais le sentiment anti-français en Afrique. Quelle analyse peut-on faire finalement de ce rapprochement de Paris et de Brazzaville
ces relations, il faut dire, carrément incestueuses? Monsieur Christian Perrin, merci pour la question. Je pense que c'est une question qui est centrale. Je crois que en tant que mouvement qui défendons des idéaux qui sont partagés par le plus grand nombre au Congo, nous devons faire comprendre aux autorités françaises que M. Denis Sassou Nguesso, l'homme qu'ils soutiennent à bout de bras, est un homme du passé et du passif. Et inviter ce monsieur à un forum pour la paix paraît comme une blague de mauvais goût. Il faut que les Parlerait carrément de autorités... l'insulte. Je pourrais pousser le bouchon aussi loin. Aujourd'hui, inviter ce monsieur à un forum pour la paix est une hérésie. Il faut que les autorités françaises comprennent, sans la libération des prisonniers politiques dans notre pays, la situation sera toujours crispée. Or, toutes les forces vives aujourd'hui aspirent à une décrispation de la situation. Mais on se rend compte que M. Sassou est toujours l'homme qu'on utilise aussi bien pour contraindre son peuple à une vie, je dirais, misérable, et en même temps qui défend les intérêts de cette même France qui aujourd'hui dénonce le sentiment anti-français. Et d'ailleurs, M. Sassou ne s'est pas empêché de recevoir le ministre des Affaires étrangères de la Russie. Que se sont-ils dit? Qu'ont-ils signé? Et c'est là où je pourrais m'avancer, sans l'affirmer, que cette invitation à Paris s'apparente plutôt à une convocation, parce que les dossiers sont nombreux concernant la situation de notre pays. M. Sassou n'a pas appliqué les recommandations des Nations Unies. L'ancien ministre des Affaires étrangères, M. Le Drian, lui avait demandé de poser un acte fort. Il a fait la sourde oreille et on est toujours, je dirais, dans un statu quo où ça bloque. Pourquoi ça bloque? Pourquoi les autorités françaises ne contraignent pas M. Sassou à poser des actes? Donc, c'est une situation difficile et pour le peuple et pour nous qui sommes à l'étranger. Et je pense que les actions vont être menées lors du passage de M. Sassou à Paris, parce que nous devons faire entendre notre voix. Notre voix doit compter et les autorités françaises doivent l'entendre. Monsieur Jean-Paul Ebenga, les autorités françaises doivent entendre la voix des Congolais qui sont indignés de voir toujours la France en train de soutenir inconditionnellement ce dictateur qui, comme l'a dit tout à l'heure Robert, a plongé sa population dans la misère, une misère indescriptible. Je l'ai dit pendant que je posais la question, il a confisqué l'alternance démocratique depuis pratiquement 25 ans et il s'apprête à fouler encore le sol, disons, le perron le tapis rouge de l'Élysée. J'étais en train de dire. Et il y a ce spectre en Afrique où la France, c'est la France qui dit, mais en fait, les Africains savent faire la différence. Il n'y a pas un sentiment anti-français, mais c'est un sentiment anti-politique étrangère de la France en Afrique. Et aujourd'hui, un autre dictateur va arriver donc à Paris, comme on l'avait vu d'ailleurs dernièrement, c'est le Saoudien qui était là. Finalement, la France, dans le même temps, peut prêcher la liberté, la démocratie, la paix, mais pourtant, elle continue, bien sûr, comme qui dirait, à flirter avec les dictateurs. C'est ce que j'ai toujours relevé, M. Christian Perrin, c'est l'anachronisme dans la politique française. Vous savez, la France se présente toujours comme ce pays
de liberté, un pays qui gère tout dans le sens de la démocratie. Et malheureusement, ce n'est pas cela qui est constaté au niveau des Africains, des Congolais. Hein. Donc, quand ils parlent d'un éveil des Africains qui se traduit par un élan anti-français, c'est une erreur de leur part. Il n'y a pas un élan anti-français. Anti-France-Afrique, oui. Anti des comportements qui sont anachroniques par rapport à ce dont tout être humain espère atteindre, la liberté, le bien-être, la gestion socio-politique dans la démocratie. Et si nous revenons dans notre pays, le Congo, on le voit bien, un pays où la sûreté intérieure de l'État devient un slogan pour pouvoir embastiller les opposants politiques. Vous voyez, c'est même un terme fourre-tout. Qu'est-ce que c'est que la sûreté intérieure d'un État? Ça dépend de ceux qui dirigent, qui se donnent donc les moyens de pouvoir arrêter, inculper, enfermer tous ceux qui vont considérer comme opposants. C'est le cas du général Jean-Marie Michel Mokoko. Jean-Marie Michel Mokoko s'est retrouvé en prison par deux chefs d'accusation. Oui. Le premier, atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Le deuxième, détention des armes de guerre. Munitions de guerre, oui. Bon, le premier chef d'accusation, vous voyez, ça dépend du pouvoir, tout simplement. Il suffit que le pouvoir dise, bon, ben voilà, ce compatriote-là, c'est quelqu'un qui nous empêche de tourner, il n'est pas sérieux et autres. Bon, ben voilà, on peut l'arrêter. Le deuxième chef d'accusation, tout le monde sait, tout Congolais sait, que lorsqu'il y a eu perquisition chez le général Jean-Marie Michel Mokoko, on n'a pas trouvé d'armes, pendant que lui-même, il était présent. Mais pendant qu'il s'est retrouvé absent, ben, la police du pouvoir trouve des armes chez lui. Vous voyez, donc, c'est quelque chose qui est monté de toutes pièces pour arrêter cette personnalité politique congolaise. C'est le même cas en ce qui concerne le ministre Okombi Salissa. Vous voyez donc que c'est un pouvoir qui est là, violent, brutal, qui ne fait que chercher à se défaire de ses opposants. Donc, il n'y a rien, absolument rien de politique gravissime posé par ces deux citoyens. Vous voyez, il y a tout simplement l'idée de vouloir écarter certains concurrents politiques. Alors, dans tout cela, dans cette atmosphère, vous avez la France qui essaye qui va recevoir très certainement, puisque nous parlons du sommet du forum pour la paix qui va être tenu ou organisé ici en France. Et il apparaît que le président du Congo, le président même de fait, va s'y retrouver. Il est invité. Mais le Congolais lambda, quand il voit ça, quand il est dans des souffrances, dans une situation sociale pénible, et il voit des pays comme la France recevoir celui-là qui met les gens dans des difficultés de tous les jours, mais c'est tout à fait normal que le Congolais lambda se lève contre la France. Vous voyez, c'est un anachronisme de la diplomatie française, mais les Français eux-mêmes, ils sont responsables de cette situation. Un ministre des Affaires étrangères s'adresse à un président d'Afrique, il lui dit « ce que vous êtes en train de faire n'est pas bon », et là, je vais vous le dire, le président de mon pays, pas n'importe quel pays, la France, va vous le signifier de façon véhémente. Mais malheureusement, le gars n'exécute pas, ce président d'Afrique-là n'exécute pas. Mais allez comprendre, dans ce cas, comment ne pas rejeter la France. Vous voyez, c'est la France qui est responsable de ce climat-là qui est en train de traverser l'Afrique. Mais il y a aussi le fait que la souveraineté des Africains doit s'exprimer. Et cette souveraineté a été demandée par les premiers, les pionniers qui ont tenu cette politique, là, les Kwame Nkrumah, les Cheikh Anta Diop. Et là, ils n'étaient qu'en train de dénoncer ce qui se passait. Et puis après, il y a eu une génération
qui s'est éveillée et cette jeune génération, la passe aux actions. Donc, vous avez maintenant de grands éveilleurs de conscience comme des Semi Keba, des Nathalie Young. Nathalie Young. Donc, on a atteint ce niveau-là. Et je suis convaincu que les Africains ne vont plus revenir en arrière, ça c'est sûr. Ils chercheront à tout prix à obtenir leur liberté, leur souveraineté. Et malheureusement pour les Français, pas les Français, je ne vais pas dire malheureusement parce que la France-Afrique devra disparaître. Nous sommes tous des êtres humains, nous avons droit à la respectabilité, nous avons droit au bien-être, quel que soit le point de le globe terrestre dans lequel on se retrouve. Et donc, alors, merci beaucoup Jean-Paul Ebega. Monsieur Benoît Youlou, pendant que la France se plaint qu'il y aurait, disons, une campagne de désinformation qui incite les Africains à ce sentiment, entre guillemets, anti-français, certains observateurs de la politique africaine pensent finalement que c'est plutôt la France est victime de son passif négatif en Afrique. Mais à côté de cela, moi, la question que je veux vous poser, qu'est-ce qui peut expliquer que les intérêts, puisqu'on nous parle tout le temps des intérêts de la France en Afrique, la France ne fait que défendre ses intérêts en Afrique. Qu'est-ce qui peut expliquer que ces intérêts soient incompatibles au respect des droits de l'homme, aux droits et libertés individuelles en Afrique? La France entend ne pas se départir de l'Afrique. Le général de Gaulle le disait, il n'y a pas d'amitié entre les peuples, il n'y a que les intérêts qui priment. Comment pouvez-vous imaginer que le Niger, qui produit de l'uranium, que ce pays soit toujours plongé dans l'obscurité parce qu'il n'y aurait pas d'électricité? Alors que ce même uranium qui est vendu en France à vil prix, pour ne pas dire gratuitement, d'ailleurs je peux me le permettre. Si j'étends mon analyse avec le CFA, on comprendra que c'est une monnaie de singe, une vraie escroquerie. Donc la France se sert gratuitement. Et c'est ce même ma question, c'était donc de savoir tout à l'heure, qu'est-ce qui peut expliquer que cette France qui promeut la liberté, la fraternité, la démocratie, la justice, puisse défendre des intérêts en Afrique qui soient incompatibles à ces valeurs-là, où les Africains doivent toujours mourir comme des petits poussins, où les Africains doivent être privés de tout, de liberté, de tout, mais vraiment de tout. Mais c'est parce que justement, ils ne veulent pas que l'Afrique se libère. Parce que si l'Afrique se libérait, qu'est-ce qui allait se passer? Ce serait une concurrence. Toutes les productions européennes, sinon françaises, seraient produites également en Afrique. En ce moment-là, pour l'Afrique, ce ne serait plus un marché pour l'Europe. Voilà pourquoi, justement, ils entendent ne pas que l'Afrique s'industrialise, que l'Afrique se développe. Tout le temps que nous serons plongés dans l'obscurantisme, figés dans la misère, eh bien, ça arrangera les affaires de la France. Je vais en arriver au problème de la monnaie. La monnaie qui est produite ici, mais qui ne peut pas s'échanger en France, alors qu'elle est produite en France. Et cette même monnaie, pour constituer la réserve, il nous exige de déposer nos réserves d'or auprès de la Banque de France. Mais qu'est-ce qu'ils en font? Quand les Congolais, enfin les Congolais ou alors les pays africains veulent avoir des crédits, eh bien, ils ne peuvent pas avoir ce dont ils ont besoin. On leur donne le minimum. Et quand ils veulent acheter ailleurs qu'en France, eh bien, il faudrait que la France donne le feu vert. Vous comprenez pourquoi la France ne veut pas, au nom de la démocratie qu'elle prône, ne veut pas faire en sorte que la vraie démocratie existe en Afrique. C'est grave. Nous vivons des moments graves. Et ce sont ces moments-là qui, aujourd'hui, font que les pays africains se révoltent. Quand ils se révoltent, il y a un sentiment anti-français. Mais le sentiment anti-français est basé sur le fait de la politique française. Donc, il y a un sentiment contre la France-Afrique et non contre le peuple français. Le peuple français n'est rien, c'est un peuple libre, c'est un peuple qui entend échanger, de toutes les façons, c'est un peuple ouvert. Mais la politique
française de l'Afrique est incompatible avec le monde actuel. Hier, comme l'a souligné mon cher Jean DG, il y avait les Kwame Nkrumah, il y avait les Lumumba. Le simple fait de prononcer un mot, alors contre les intérêts de la France, eh ben, on passait à trépas. Thomas Sankara a subi les faits. Et même Kadhafi, disons-le, Kadhafi est mort. Pourquoi? Parce qu'il défendait les intérêts de l'Afrique. Il voulait créer l'institut d'émission de la Banque africaine. Hein? Il prônait la souveraineté. Les Français n'entendent pas que l'Afrique ait une souveraineté. Les Français n'entendent pas que, noirs que nous sommes pour la plupart, aient une dignité. Ils ne veulent pas que l'Afrique recouvre sa dignité. Dès l'instant où nous allons recouvrir notre dignité, comme disait d'ailleurs Gbagbo, le pauvre qui a été entraîné à la cour pénale, disait le jour que l'Africain recouvrera sa dignité, je crois qu'on dira, oui, l'Afrique a retrouvé sa place dans le concert des nations. Mais tant que nous serons cette politique. Est-ce que, monsieur Benoît Youlou, merci, on comprend par là que le niveau de vie des Français est incompatible à la liberté, à la démocratie en Afrique. C'est ce que j'ai semblé comprendre par rapport à votre développement. Alors, la visite de Denis Sassou Nguesso est précédée, j'allais dire, puisqu'il va arriver incessamment là, elle est précédée donc par ce que nous appelions des rencontres informelles entre quelques Congolais vivant en France et Jean-Dominique Okemba et Philippe Obara, respectivement conseiller spécial de Denis Sassou Nguesso et patron des renseignements congolais. Très vite, on a constaté finalement que les Congolais qui avaient été consultés en premier lieu sont désavoués finalement, parce qu'il y a une évolution dans ce dossier-là. On nous parle désormais d'un certain Tony Moudilou, qui finalement a reçu un appel, et c'est ce qu'il dit d'ailleurs lors d'un direct organisé par aussi un jeune Congolais, Faye Monama. Et au cours de ce direct, M. Moudilou a avoué que Jean-Dominique Okemba l'a appelé pour qu'il fasse des consultations, cette fois-là, avec les politiques congolais qui sont sur la place de Paris en vue d'un dialogue, voilà, en décembre, puisqu'ils ont même donné les échéances en vue d'un dialogue en décembre. Alors, donc, Tony Moudilou doit consulter les opposants, comment on les appelle, les résistants qui sont sur la place de Paris en vue de préparer un dialogue en décembre prochain avec le pouvoir de Brazzaville. Comment analyser cette situation? D'abord, commençons d'abord par les premiers qui avaient été rencontrés par Jean-Dominique Okemba et Philippe Obara. Alors, quelle avait été votre réaction lorsque vous avez appris cela? Je commence par Robert. Oui, je vais prendre la balle au bon parce que on est en politique et je crois qu'il faut être sérieux. Un pays qui se respecte, on ne peut pas s'amuser avec la vie des individus de manière un peu, je dirais, désinvolte. Déjà, il faut que l'opinion nationale et internationale sache aujourd'hui que cette visite de M. Jean-Dominique Okemba et son acolyte Obara, qui est le directeur des renseignements, est un non-événement pour le MPA. Ça, il faut qu'ils le comprennent de manière très ferme, parce que un responsable politique, il est quand même conseiller spécial d'un chef d'État qui vient se pavaner à Paris, rencontrer quelques individus, fussent-ils des Congolais. Je ne vois pas en quoi le gouvernement congolais déjà s'implique de la sorte. Et de surcroît, ce monsieur est le patron des renseignements secrets du Congo. Donc, c'est lui qui est, je dirais, le bras armé qui torture, qui emprisonne, qui prive toute une partie de cette population dans la souffrance et dans la misère. Donc, déjà, moi, ça me pose un problème.
Et pour vous rassurer, M. Tony Moudilou, dont vous parlez, en tout cas, le MPR n'a pas été consulté. Non, peut-être qu'il Même n'a sur pas encore, il n'a pas encore commencé les consultations, hein, mais Alors, on lui a demandé de le faire. Alors, ça, c'est la mission qui lui est donnée, mais je me rends compte qu'en réalité, il y a une transposition de ce qui se passe à Brazzaville. Hein, il y a une extension au niveau de la place de Paris, où tous ces agents qui, pour moi, ne sont que des espions à la solde du pouvoir de Brazzaville, ont été récompensés pour le travail qu'ils ont accompli. Pour moi, c'est des gens qui ne sont pas crédibles. Et comme je disais dans mon propos préliminaire, il faut être sérieux. On est en politique. Il s'agit de la vie d'un pays, il s'agit de la vie des gens. On ne peut pas s'amuser à vitam aeternam avec la vie des gens. Aujourd'hui, M. Moudilou a une mission, c'est sa mission. Laissez-moi vous dire qu'au niveau du MPA, nous avons réfléchi longuement sur cette question. Si demain, dialogue, il devait y avoir, ça sera un dialogue inclusif, souverain et en dehors des frontières du Congo. Et ce dialogue ne peut pas se passer en allant rendre compte à un soi-disant président, parce que ce président fera partie de la délégation des représentants de cette délégation, au même titre que tous les Congolais. Parce que ce dialogue, c'est le dialogue de tous les Congolais où on doit mettre les choses à plat, repartir à zéro, reconstruire ce pays, refonder ce pays. Et nous estimons qu'en 2016, l'homme qui avait la situation en main pour réconcilier ce peuple a été embastillé de manière arbitraire. Alors, monsieur Jean-Paul Ebenga, quel caractère, j'allais dire, quelle crédibilité pour ces consultations, d'abord de quelques Congolais qui vivent en France et maintenant, c'est Tony Moudilou qui avait été, je crois, contacté pour mener ces consultations. Lorsqu'on sait qu'à Brazzaville, il y a aussi des opposants qui demandent un dialogue, qui en appellent un dialogue depuis fort longtemps, lorsqu'on sait qu'à Brazzaville, il y a encore des prisonniers politiques et des prisonniers d'opinion, lorsqu'on sait qu'au niveau de Brazzaville, il n'y a pas de liberté de mouvement, ni d'association, ni de réunion, tout est finalement, en fait, il y a un embassimement, j'allais dire. Quelqu'un disait que le Congo est devenu une prison à ciel ouvert. Déjà, les personnes qui conduisent ces initiatives, nous avons parlé de Jean-Dominique Okemba qui n'a pas eu froid aux yeux pour déclarer à qui voulait l'entendre que nous avons tué dans le pool, nous avons brûlé, le ciel n'est pas tombé. Et il est accompagné par Philippe Obara qui, comme vient de le dire d'ailleurs Robert tout à l'heure, ce monsieur qui torture, qui a encore entre ses mains les prisonniers politiques dont on parle ici, le général Jean-Marie Michel Mokoko, André Okombi Salissa et bien d'autres Congolais qui croupissent encore en prison pour des raisons d'opinion. Quelle crédibilité pour ce genre de rencontres et de consultations avec ces personnes-là? Aucun crédit, monsieur Christian Perra. Et pour ceux qui font de la politique sur la place de Paris, tous étaient au courant que depuis un certain temps, il y avait des contingents de jeunes qui arrivaient sur la place de Paris venant de Brazzaville et on savait ce qu'ils étaient, des agents de renseignement. Parce qu'après tout, on est tous des parents. Carrément, des agents de renseignement, vous avez dit. Les agents de renseignement du système dictatorial de Brazzaville. Donc, si nous disons que la présence de M. Obara et M. Jean-Dominique Okemba, leur présence à Paris, c'est un non-événement, c'est parce que nous savions que c'était des gens, des supérieurs qui venaient tout simplement rencontrer leurs subalternes. Des subalternes qu'ils avaient envoyés en mission, peut-être que la mission est finie, il faut maintenant
réfléchir, savoir s'il y a un petit contingent qu'on doit rapatrier sur Brazzaville et un autre qu'il faut peut-être encore garder sur la place de Paris pour continuer à poser des actes ignominieux sur la place de Paris. Vous voyez? Donc, pour nous, la présence de ces deux individus sur Paris, eh ben, nous savions au niveau de notre dynamique politique et en essayant de consulter d'autres courants politiques de la place de Paris, nous savions que c'était des chefs qui venaient tout simplement organiser leur logique d'antan, de nous traquer, de chercher à nous faire du mal. Vous voyez? Pas autre chose. Et au jour d'aujourd'hui, on vous dit, ces mêmes personnalités ou ces mêmes personnages, pardon, ont contacté Tony Modilou pour que ce dernier puisse essayer de faire le travail de rabattage vers un dialogue. Mais Tony Modilou, en tant que Congolais, qui est-il politiquement? Lui, il va même chercher à rencontrer, à inviter les Congolais en ayant quel titre? Et quel est le Congolais qui va accepter son invitation? Un Congolais, homme politique, vraiment? Vous êtes responsable d'un parti, vous êtes délégué d'un parti, vous allez écouter un compatriote qui n'appartient à aucun parti, qui n'a aucune responsabilité par rapport à la gestion de l'État, même une gestion que nous savons chaotique, et vous allez accepter qu'il vous invite à un sommet que nous appelons le dialogue inclusif, demandé depuis très longtemps, comme vous l'avez relevé, où il faudra que les uns et les autres définissent comment devra être ce dialogue inclusif. Alors, vous acceptez qu'un individu comme ça, lambda sur la place de Paris, qui vous dit, bon, ben voilà, moi j'ai reçu la mission du conseiller à la sécurité du président de la République, quand on sait que le pays, du point de vue de la sécurité, est très mal géré parce qu'il y a des personnalités embastillées, il y a des bébés noirs et autres. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. On ne va pas ramener notre pays à un niveau aussi bas que celui-là. Et si même Tony Modilou prend le courage de dire que moi, j'ai été contacté par monsieur Intel et j'ai telle mission, vous voyez à quel niveau nous nous trouvons. Est-ce que ce sont des compatriotes qui réfléchissent ou pas? Ils sont omnibulés par quoi? Ils sont portés par quoi? Est-ce qu'ils... Non, c'est choquant ce qui se passe sur la place de Paris. Très choquant. Vous voyez? C'est choquant, pardon, monsieur Jean-Paul Ebenga, vous dites que c'est choquant ce qui se passe sur la place de Paris. Monsieur Benoît Youlou, oui, je voulais aborder de la voilure qu'on a donnée, cette voilure politique qu'on a voulu donner à ces rencontres. Est-ce qu'on ne peut pas penser que finalement, ces messieurs, comme vient de le dire, puisque tout le monde sait, hein, il y a eu un conseiller à la sécurité de Denis Sassou Nguesso et le directeur des renseignements congolais, Philippe Obara. Est-ce que ce n'est pas là une façon pour eux juste de venir préparer l'arrivée du dictateur de Brazzaville, Denis Sassou Nguesso à Paris? bien sûr, bien sûr. Vous savez, en termes militaires, on dit généralement, quand on veut attaquer un terrain, on dit qu'il faut d'abord le neutraliser. Et bien, ces gens sont venus et ils sont venus baliser le terrain, en fait, c'est ça? Baliser le terrain pour préparer la venue donc, de leur chef. Mais outre cela, je vais retomber sur Tony Modilou. J'aimerais savoir qui est Tony Modilou. On se souviendra, c'est ce témoin à charge contre le général de Gaulle du pseudo-coup d'État. Vous voyez, c'est grave, mais enfin, Congolais, soyons conséquents. Le général aujourd'hui croupit en prison. Et ces mêmes gens, par l'intermédiaire de Tony Modilou, veulent nous convier à une conférence. Mais enfin, pour ne pas reprendre les propos de notre compatriote quand ils avaient été convoqués par Macron qui disait « Voyez, Monsieur le Président, votre marmite est sale. Si vous voulez, vous voulez m'inviter à table pour manger ce repas avec cuit dans cette marmite, je n'y serai pas. Je ne mangerai pas de ce repas. » Combien de dialogues n'avons-nous pas eu au pays?
plusieurs qui ont accouché d'une souris. Vous pensez qu'aujourd'hui, un autre dialogue aboutirait ou alors accoucherait d'une solution viable? Non. Nous, au MPA, nous sommes tendants, prôner les valeurs du Mukoko et rétablir le droit. Pour ce faire, nous demandons à la communauté internationale de nous appuyer pour organiser un dialogue inclusif, mais à l'étranger, comme l'avait souligné mon frère Adouki. Ce dialogue à l'étranger, ça permettrait justement de sécuriser tous les participants. Parce qu'au Congo, avec les bébés noirs, avec l'insécurité, l'incurie de la soldatesse qui tire, ils ont la gâchette facile. Dès l'instant où vous allez prôner un discours contraire à leur idéal, eh ben, ils vous abattront comme un chien. Donc, nous voulons que la paix soit retrouvée au pays, que nous restaurons la démocratie au pays. Et seul le général Jean-Marie Michel Mokoko est à même d'assumer cette fonction-là. Pourquoi? Parce que le général Jean-Marie Michel Mokoko est celui qui a réussi à rassembler et à mobiliser toutes les forces patriotiques du progrès pour la construction d'un vaste mouvement pour redonner à la politique ses lettres de noblesse. Il a voulu une réelle perspective de paix et de progrès, d'équité et de justice sociale dans notre pays. Voilà le général Jean-Marie Michel Mokoko. C'est l'homme de la situation. Vous savez pourquoi il a été en prison? C'est tout simplement parce qu'il y a, quand ça souvient ici, s'il arrivait qu'il vienne, c'est tout simplement pour demander à ce pouvoir d'avaliser son complot, la création de cette utopie qui consiste à assurer la dévolution du pouvoir de père en fils. Et ils savent, ils sont convaincus, ils sont conscients que le général Jean-Marie Michel Mokoko ne sera jamais d'accord. C'est la raison fondamentale qui a fait que le général Jean-Marie Michel Mokoko soit embastillé. Parce qu'ils savent que ce monsieur dehors, il serait un frein pour leur complot. D'où le fait que parler de la paix au Congo n'est qu'un vain mot. Parler du dialogue au Congo n'est qu'un vain mot. Nous n'avancerons pas avec ces gens parce qu'ils sont dépassés et actuellement, il faut craindre d'ailleurs que Denis Sassou Nguesso, qui entend parler de la paix, soit même le mobilisateur, le vecteur d'une instabilité au cœur de l'Afrique centrale. Ça, on aura peut-être l'occasion de le développer, mais Sassou Nguesso est un mal pour le pays. Sassou Nguesso est au centre de la déstabilisation de l'Afrique centrale. Et Sassou Nguesso vient pour être adoubé par ses protecteurs, parce que nous les appelons comme ça. C'est un préfet placé au niveau de la périphérie et il revient pour rendre compte. Il y a mon frère Adouki qui l'a souligné tout à l'heure. Il a dit qu'entre-temps, il avait reçu le ministre des Affaires étrangères, Lavrov, à Oyo. Mais vous pensez que la France l'a vu d'un bon oeil? Mais il doit rendre des comptes. Mais quand il doit rendre des comptes, nous savons que ce monsieur est un grand filou. Ben, il va demander quelque chose en échange. Il veut faire leur volonté, mais à la seule condition qu'il ait des garanties. Et les garanties, c'est le fait qu'après lui... C'est de demeurer au pouvoir, alors. Au pouvoir et de placer son fils. Son fils qui alors, est voilà, garanti. merci monsieur Benoît Ayoulou. Robert, nous allons passer à la situation sécuritaire qui prévoit actuellement à l'ouest de la RDC, notamment dans le territoire de Kwamouth, une situation d'ailleurs qui expose désormais Brazzaville, qui est de plus en plus pointée du doigt à cause de son rapprochement avec le Rwanda, et on parlerait d'ailleurs de certains éléments du Rwanda qui transiteraient par Brazzaville, disons par le Congo, hein, pour se retrouver de l'autre côté donc de la RDC. Et vous avez probablement appris qu'il y a un conflit intercommunautaire au niveau de l'ouest de la RDC, et on note déjà des réfugiés, je crois que près de 2600, c'est autour de ce chiffre, hein, 2600 réfugiés congolais de Kinshasa qui sont déjà au Congo-Brazzaville.
Alors, quelle lecture peut-on faire de finalement ce rapprochement entre le Congo, Brazzaville et le Rwanda, où au départ, on nous a parlé de la vente des terres congolaises au Rwanda pour des raisons d'agriculture. Mais aujourd'hui, on se rend compte que finalement, ces accords cachaient tout autre chose. Et c'est le Congo qui semble être désormais exposé à un conflit qui pourrait être transposé, pourquoi pas, de la RDC vers le Congo-Brazzaville. Oui, Christian Perrin, ces accords cachés aux Congolais, comme vous avez su le relever, ces accords effectués par le gouvernement congolais sont référés à l'Assemblée nationale. Ces accords dont on ne connaît même pas très bien la nature, mais on nous parle de la vente des terres aux Rwandais. Des terres pour être utilisées dans des activités agricoles. Donc des terres fertiles, des terres arables, alors que les Congolais eux-mêmes sont là, de grands travailleurs, de grands agriculteurs, à qui on devait organiser des intéressements pour qu'ils s'investissent davantage. Voilà, nos terres arables, nos terres fertiles sont vendues aux étrangers. Et vous, les sites, on les connaît. On vous dit, ce sont des terres, on dit, les Rwandais vont arriver, mais vous voyez, ils vont occuper, par exemple, la zone économique de Maluku. Juste, un site qui est juste en face de la RDC. Entre-temps, au niveau de la RDC, ce sont des guerres tribales. Donc, ce qui nous rappelle ce qui s'est passé au Rwanda, où les tribus se sont massacrées sous forme de génocide déploré par tout le monde. Et le Congo va être ce site-là où on va rassembler encore ces Rwandais, les deux ethnies qui se sont donné la mort dans leur pays, qui se sont retrouvés au Congo, que nous avons pour une tribu que le Congo a accueilli. De toutes les façons, on a accueilli tout le monde, ceux qui fuyaient la guerre. Peut-être beaucoup plus les Hutus que les Tutsis, mais ils sont tous au Congo-Brazzaville. Vous voyez comment est-ce que notre gouvernement est en train de fonctionner. Et le président de la RDC, M. Tshisekedi, depuis les États-Unis, depuis le siège de l'ONU, il a bien relevé que les difficultés qu'il rencontre à l'est de son pays, ce sont les mêmes difficultés qu'il est en train de rencontrer du côté ouest. Or, le côté ouest est représenté entièrement par la République du Congo-Brazzaville. Oui, donc ce qui se passe au niveau du Congo-Brazzaville, mais c'est un volcan. Nous aurons affaire à qui? Nous aurons affaire aux Rwandais qui vont peut-être se battre sur notre territoire. Nous aurons affaire à la RDC qui va chercher à se défendre. Je vous rappelle que nous avons de temps à autre des incursions dans la partie sud du Congo de la part des Angolais. Et jamais nous n'avons pu tenir tête. On a eu à arrêter nos officiers et autres. Et puis, peut-être par leur éducation, ils se sont dit, ce sont des minables d'une armée qui n'est qu'une milice. Et puis, nous ont rendu ces officiers. Oui, donc une forme de duplicité dans la gestion du pays par M. Sassou, ces incohérences qui nous exposent à des lendemains difficiles à gérer, très difficiles à gérer. Et parce que, bon, voilà, c'est un groupe de gens incompétents, sans vision, et qui sont là, qui s'incrustent, qui doivent nous commander, qui doivent nous diriger. Une autre voix contraire ne peut pas être écoutée. Vous avez par exemple le général Jean-Marie Michel Mokoko qui a prôné la réconciliation, qui a prôné la compétence dans le savoir-faire qu'il faut développer en essayant de bien regarder de fond en comble notre système éducatif, notre système sanitaire. Au lieu que l'on regarde ces deux secteurs vitaux de notre pays, mais on se fourvoie dans des accords et autres, peut-être parce que, on ne sait pas, on veut être bien vu par les pays comme la France, qui n'ont pas une bonne politique de diplomatie. Et la France, au jour d'aujourd'hui, qu'elle sache que c'est irréversible. Les Africains définissent leur souveraineté.
la France est en train de dégringoler, comme les autres puissances du XVIIIe siècle, le Portugal, l'Espagne, l'Italie. le Portugal, c'est la même chose. La France n'est en train de rencontrer que les mêmes difficultés que les autres pays coloniaux ont rencontrées de par le passé. C'est tout. Vous voyez? Donc, ce qui se passe au niveau du Congo par rapport à ces accords-là avec le Rwanda, Monsieur Christian Perrin, je suis en train de me demander si nous avons encore un commandant à bord qui nous dirige. Je ne crois pas, ou le commandant n'a plus de boussole. Et ça, il faut qu'il le reconnaisse, on le lui dit gentiment, qu'il l'accepte et qu'on se retrouve ensemble, on parlera du développement du Congo, notre pays. Mais eux, de temps à autre, ils parlent aussi du développement du Congo. Donc, nous aurons les mêmes définitions, les mêmes termes, les mêmes définitions. Si on dit pour que le Congo-Brazzaville se développe, ben, il faut regarder le système éducatif, il faut regarder le système sanitaire. Il ne faut pas que notre armée se présente comme une milice. Vous avez une armée, mais qui n'a même plus de corps. Quand on parle de l'armée congolaise, on vous parle de la garde présidentielle. Mais la garde présidentielle ne peut pas protéger le président de la République avant l'entité qui est l'armée. C'est l'armée d'abord, la garde présidentielle, la sécurité présidentielle, ça c'est bien après. Or, quand on parle de l'armée au Congo, bon voilà, il n'y a plus d'artillerie, il n'y a plus de paracommandos, de groupements aéroportés, il n'y a plus rien de cela, c'est la garde présidentielle. Et malheureusement… Merci Jean-Paul Ebenga. Alors Robert Adouki, le Congo-Brazzaville, un État en déliquescence que nous avions reçu sur ce même plateau, M. Koukebene, qui se posait la question de savoir où est passé le président de la République du Congo, parce qu'il ne comprenait pas que le Congo se retrouve dans cet État où pratiquement plus rien ne fonctionne, l'État ne fonctionne plus. Alors, qu'est-ce que donc vous pensez de ce comportement des hommes qui sont au pouvoir au Congo-Brazzaville, le tout pour la conservation du pouvoir, au point d'exposer tout un peuple? Pardon, permettez-moi de revenir 30 secondes sur le sentiment anti-français. Que la France ne s'étonne pas de son déclin, de ce sentiment de rejet et de ce sentiment qu'on appelle sentiment anti-français. Aujourd'hui, les peuples, là je m'exprime en termes, je dirais, panafricanistes, les peuples africains aspirent à la souveraineté, à leur bien-être, à leur indépendance, et c'est un peuple qui est, pour sa plus grande majorité, est faite de jeunes, une jeunesse décomplexée, une jeunesse dynamique, une jeunesse qui sait ce qui se passe dans le monde, qui a accès à l'information. Donc aujourd'hui, on ne peut plus les berner comme ce fut le cas il y a quelques décennies. Donc aujourd'hui, la France doit arrêter son double discours et sa politique de 2 poids, 2 mesures. Ça ne marche plus. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut revoir le logiciel. Le logiciel, il est très simple. C'est du gagnant-gagnant. Comme vous avez dit tout à l'heure, win-win. C'est très simple. 50-50. On est d'accord, on marche. On n'est pas d'accord, ben, on a la possibilité, cette largesse, cette ouverture, de faire du multilatéralisme, c'est-à-dire de diversifier nos partenaires. La France ne peut plus être et demeurer une exclusivité. Il faut que ça soit clair. Ça, c'est un déterminant sur lequel nous serons intransigeants. Gagnant-gagnant, on avance. Si ce n'est pas gagnant, ben on a la possibilité d'aller voir ailleurs. Donc, je tenais absolument à rappeler cet aspect des choses. Maintenant, pour ce qui est de la politique aujourd'hui de notre pays. Au Congo-Brazzaville, le tout pour la conservation du pouvoir. Le tout pour la conservation du pouvoir. Aujourd'hui,
nous avons un Premier ministre de fait, mais qui ne peut être que de fait au même titre que celui qui l'a nommé, qui lui-même est un président de fait. Donc, on est dans une suite logique. Le Premier ministre aujourd'hui est dans une posture, dans une position de figurant. Comment pouvez-vous imaginer au sein d'un gouvernement, vous êtes chargé d'orchestrer une équipe, il y a des ministres qui ne daignent même pas écouter le Premier ministre. Pour ne pas dire c'est le Premier ministre qui a besoin des autres ministres pour pouvoir appliquer, je dirais, la feuille de route qui lui a été donnée. Mais il y a un problème. Il y a un plan de développement qui a été élaboré depuis plus d'1 an, qui a été annoncé en grande pompe. Et aujourd'hui, on n'en voit aucun résultat. Parmi ce plan, nous en avons parlé tout à l'heure, le délégué général en a dit un mot sur l'agriculture qui est au centre des préoccupations de notre pays. Parce qu'il faut quand même nourrir un peuple qui n'est pas nourri, un peuple qui ne peut pas travailler. Si on peut déjà nourrir ce peuple, ben, c'est déjà un bon départ. Et à partir du moment où on a une agriculture qui fonctionne, ben, tout le système, je dirais, économique peut se mettre en branle. Mais aujourd'hui, on ne voit rien de tout ça. Le Congo est à son 10e plan quinquennal ou autosuffisance alimentaire. C'est que des slogans. Au quotient 0. Il y a un moment, quand on a atteint le plafond d'or, on reconnaît son erreur et puis on essaie peut-être des intelligences pour voir que pouvons-nous faire, qu'allons-nous faire, qu'est-ce qui est bon pour nous. Et ça, c'est possible. Donc aujourd'hui, je suis navré. Si vous me demandez de citer même un membre du gouvernement, à part les caciques qui sont là depuis 30 ans, je serai en mesure de vous les citer, mais les autres membres du gouvernement, je suis même incapable de vous les citer parce que même en termes de compétences, on ne sait pas qui fait quoi et qui est qui. C'est un on ne le sait pas, évidemment, vous l'avez dit. On ne sait pas qui fait quoi, qui est qui, dans ce système qui veut malheureusement s'éterniser au pouvoir et qui se sert finalement des ressources de richesse du Congo pour corrompre, déstabiliser parfois les systèmes ou, disons, les gouvernements des pays voisins. Parce que là, nous avons un exemple dernièrement, vous avez, je crois, été au courant de cela, des milliards ont circulé dans une valise, des milliards donc de l'argent du contribuable congolais qu'on a donné à un opposant d'un pays étranger, il faut le dire comme ça, gratuitement en plus. Je crois que le procès est encore en cours. Mais il y a aussi cet aspect qu'on n'a pas trop évoqué, l'argent qui a circulé à Paris lors de la rencontre entre Jean-Dominique Okemba et les quelques Congolais qui vivent en France. Il y a eu de l'argent qui a circulé. Et dans le même temps, au Congo, la population croupit dans une misère indescriptible, et nous l'avons dit d'entrée du jeu. Nous avons des étudiants qui accusent aujourd'hui 3 ans, 4 ans sans bourse, qui sont à l'étranger abandonnés. Les pensions, n'en parlons pas. Et voilà dans quel contexte on se retrouve. Et ce pouvoir veut absolument se maintenir. Monsieur Benoît. Oui. Alors, très belle question, n'est-ce pas? L'argent déversé aux politiques gabonais. Finalement, le président de la République détient le trésor à domicile. Vous savez, en France, du point de vue de la législation financière, au-delà de 1000 euros, tout se fait par transfert, par virement. Donner des milliards à un individu qui voyage avec, il y a 2 aspects. Soit c'est le blanchiment d'argent, donc il y a faute, soit il y a vol d'argent. Ce monsieur-là... Il faut dire un milliard, plus d'1 milliard, c'est quand même beaucoup d'argent. C'est quand même beaucoup d'argent.
Comme vous l'avez souligné, pendant ce temps, la population croupit dans la misère. Les gens ne peuvent pas se soigner, les pensions ne sont pas payées, les étudiants non plus ne sont pas payés. Et on verse de l'argent à un individu pour aller battre campagne. Mais c'est à des fins. J'en arriverai justement par la suite. Bon, je vais parler aussi de l'argent qui a circulé à Paris. Mais l'argent qui a circulé à Paris, mais c'est dans leur pratique. C'est l'achat des consciences, la dépravation de mœurs. Comme je l'ai souligné tout à l'heure, on ne peut donner de l'argent à quelqu'un après avoir effectué un service. Donc, l'argent est versé après service fait. Or, ces gens-là n'ont pas travaillé, ils ont été à la rencontre des hommes politiques et après, on leur a versé de l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, achat de conscience. Probablement, pendant que vous dites cela, probablement qu'ils ont travaillé dans le cadre des renseignements, pourquoi pas? Moi je veux bien le croire. Mais vous savez, il y a un qui s'est targué de dire l'argent, on m'en a donné plus que ce que je reçois quand je vais travailler. Quand je vais travailler, on me paye 1500 à 2000 euros. Et là, on m'a donné une forte somme. Même si je suis bête, eh ben, j'irai. Parce qu'il y a un principe chez nous qui dit Ata uzali zoba, mbongo baboya kate. Donc, ce sont des gens qui sont placés là pour surveiller les Congolais. Ce sont des gens qui sont là pour déstabiliser la diaspora congolaise. Ils sont en mission commandée. Vous voyez? Mais quelqu'un qui arrive comme ça avec une mallette pleine d'argent, une fois de plus, je reprends le même argumentaire, mais il y a des Congolais qui souffrent, qui ne peuvent pas se faire soigner. Quand on déverse des milliards comme ça, au lieu de construire des écoles, les enfants au Congo s'asseyent à même le sol parce qu'il manque des bancs. Un pays qui regorge des forêts. On est incapable de créer une manufacture pour produire des meubles. Mais enfin, une fois de plus, vous savez, je vais revenir sur le plan politique concernant la présence des Rwandais au Congo. Ce plan machiavélique vise tout simplement à garantir à M. Denis Sassou Nguesso son maintien au pouvoir. Les gens qui sont arrivés au Congo, particulièrement dans le sud, ils sont soi-disant des civils, mais ce sont des mercenaires qui tapissent dans le calme en se présentant comme étant des agriculteurs. Et ces gens-là sont là pour garantir justement le maintien de Sassou au pouvoir. Demain, s'il est arrivé qu'il y ait un président démocratiquement élu, ce sont ces mêmes gars qui vont se lever pour casser la machine, pour déstabiliser le pays, parce qu'ils ont l'habitude. Et donc, M. Sassou Nguesso est dangereux pour le pays, non seulement pour le pays, mais pour le reste de l'Afrique centrale. Nous devons faire attention, nous devons le balayer, et pour cela, il faudrait qu'il parte en organisant la désobéissance civile, et même les droits ne sont plus garantis au pays, alors que c'est inscrit dans la constitution de notre République. Le droit de grève, aujourd'hui, n'existe pas. Quand les syndicats veulent s'organiser, eh ben, ils sont matraqués. L'opposition ne peut même pas se réunir. Quand ils se réunissent, eh ben, ou alors on les fait marcher pour ne pas acquérir une salle, ou bien on va les matraquer. Mais enfin, dans quel pays vivons-nous? Et ils osent parler de la paix. Non, c'est grave. Nous vivons un mal profond, et Sassou est le mal profond du Congo, Brazzaville. Non seulement alors, Monsieur Jean-Paul Ebega, puisque nous parlons aussi de l'argent qui a circulé, tout à l'heure on a rappelé le milliard qui a circulé dans une valise qui avait été malheureusement saisie et désormais ça appartient, je crois, au Gabon. Donc c'est comme ça va au trésor du pays qui saisit cette manne. Et nous avons dit aussi, à côté, il y a des étudiants qui croupissent dans la misère, qui n'ont pas leur bourse, les pensionnaires, donc voilà, tout un tas de choses. Mais la question que je voulais vous poser, monsieur Jean-Paul Ebega, qu'est-ce qui peut expliquer que ces personnages, je parle ici de Jean-Dominique Okemba, de Philippe Obara, peuvent circuler avec les mallettes d'argent tranquillement. Ils partent du Congo vers la France et ils passent avec beaucoup d'argent comme ça, en liquide, sans qu'ils ne soient interpellés, alors qu'il y a des montants normalement qui sont autorisés.
Le reste, comme le rappelait tout à l'heure, je crois que c'est Robert qui l'a dit, doit passer par des virements. Mais là, on voit des gens qui se baladent avec beaucoup d'argent dans leur malle. Est-ce que là, il n'y a pas, j'allais dire entre guillemets, un peu la complicité de la France qui ferme les yeux devant toutes ces pratiques? Et comme vous venez de le dire, Monsieur Christian Perrin, la France ferme les yeux sciemment, parce que c'est la France qui entretient cela. La responsabilité de la France dans l'arriération des pays d'Afrique n'est pas difficile à démontrer. La France entretient les dictatures dans les pays d'Afrique. Et puis, je vais peut-être parler des études, ce que je n'aime pas souvent. Ce n'est pas la première fois que le Congo se retrouve avec des gens qui gèrent le système sécuritaire. Nous avons, bon, pour ceux qui ont mon âge, bon, enfin j'ai un certain âge déjà, ou un âge certain, nous avons quand même connu des Bindi, nous avons connu, même là tout dernièrement, des Pierre Oba, des Ngolondele. Ils ont géré le dispositif sécuritaire du pays. Mais ils ne se pavanaient pas comme ceux que nous venons à peine de citer, là, Jean-Dominique Okemba et Obara. C'est très malheureux. C'est-à-dire, nous sommes en train de toucher le fond. Quand on vous parle du président de la Russie actuellement, on vous le présente comme un officier du dispositif de la sécurité de son pays. Mais avant, personne ne le savait. Celui qui s'occupe de la sécurité dans un pays, c'est quelqu'un qui est dans l'ombre vraiment. Mais les nôtres, ils se pavanent, alors que dans le pays, nous subissons de la torture, de la maltraitance et autres. Et on les voit bomber la poitrine, apparaître devant nous, exhiber même le fait qu'ils aient de l'argent, qu'ils aient eu cet argent-là à Paris parce qu'ils l'ont amené dans des mallettes, ou encore ils ont des comptes bancaires bien fournis par ici, dans les paradis fiscaux et autres, et ils sortent cet argent-là pour payer comme ça au grand jour tout le contingent des merdeux qu'ils ont placés sur Paris pour menacer ceux qui s'intéressent à la politique. C'est ça ce qui choque. Ça vous choque, ça choque les Congolais en même temps, mais on est en train de pleurer parce qu'on se dit, mais comment faut-il faire pour donner un coup de pied au cul de ces gens-là? Mais comme on n'est pas violent, on essaie de s'adresser à eux, de leur dire, attention, ce que vous faites est malsain, ne faites pas ça, parce qu'un être humain ne peut pas accepter cela. On vient de relever qu'au niveau du Congo-Brazzaville, nous sommes dans un état de souffrance inqualifiable, mais qu'en même temps, les Congolais apprennent qu'on a remis 1 milliard à un individu de nationalité étrangère, ici en l'occurrence un Gabonais. Et on les voit d'ailleurs, on les voit brandir ça à la télé, sur les réseaux sociaux. Et voilà même il y a des gens même qui auraient perçu 15 000 euros, toujours dans ce genre de magouille. On parle de 20 000 euros. Et comme ils sont d'une éducation limitée, ils se vantent même, ils font de grandes déclarations et autres. On l'apprend sur la place de Paris, vous voyez. C'est très malheureux. Et c'est quoi? Est-ce que c'est le manque d'études? Est-ce que c'est le manque de maturité? C'est la pyramide inversée au niveau renversée, je vous l'ai dit, au niveau du Congo, où vous avez des gens qui n'ont rien dans la tête, qui sont en train de commander. Oui, les gens qui sont sans éducation, ben, ce sont eux les distingués. On a développé beaucoup plus l'avoir dans notre pays que l'être. Quelqu'un dit, je suis médecin, je suis agriculteur, je suis ceci. Non, les gens disent, moi j'ai de l'argent, j'ai une voiture, même si c'est par le vol qu'il a obtenu. C'est l'avoir qui se développe au niveau du Congo et malheureusement, l'avoir ne peut pas vous présenter des individus, des personnages distingués. Non, l'avoir ne vous fait pas distinguer, c'est l'être. Vous êtes ceci, vous êtes cela, et vous avez de la considération. Mais malheureusement, vous avez donc des gens qui se retrouvent avec l'argent parce qu'ils ont l'avoir, mais ils vous disent, respectez-moi et autres. Et puis malheureusement, on est dans cet état social dans notre pays. Et là, il faut très vite dire, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Parce que sinon, on va nous poser la question, les jeunes vont nous poser la question de savoir pourquoi aller à l'école, pourquoi chercher à apprendre, pourquoi chercher à développer son cerveau et autres, à apprendre. Non,
Il vaut mieux rester assis chez soi et on réfléchit comment aller faire une casse au trésor de Brazzaville, on a l'argent et puis bon, c'est tout, on est respecté. Voilà ce qui est en train de prendre corps dans notre société, dans la société congolaise. Mais ça, ceci doit très vite s'arrêter. Il faut que ça Oui, vous s'arrête. avez dit ça doit très vite s'arrêter. Robert, nous allons donc vers la fin de cette émission. Il s'agit maintenant d'aborder la question sur les bouleversements politiques observés en Afrique avec la recrudescence des coups d'État, les jeunes soldats qui reviennent finalement en force pour balayer ces régimes qui longtemps servi à une puissance donnée. Alors, quelle lecture peut-on faire de, j'allais dire, géopolitique et géostratégique en Afrique? Est-ce cela, comme l'avait dit d'entrée du jeu Jean-Paul Ebenga, cette envie de liberté, de souveraineté ou bien il y a quelque chose d'autre? Est-ce que c'est l'échec total de la politique, j'allais dire, étrangère, la France en Afrique, ou c'est tout autre chose? Quelle lecture peut-on faire de ces bouleversements? En tout cas, c'est une belle transition parce que là, je suis vraiment dans la continuité de ce qui a été dit tantôt. Il faut reconnaître aujourd'hui que tout ce à quoi nous assistons au Congo aujourd'hui sont des pratiques mafieuses. Le Congo n'est plus un État. On essaie de trouver une logique à ce qui s'y passe, mais il n'y a pas de logique. Okay? La seule chose qui puisse nous sauver, c'est qu'on puisse mettre en place des conditions d'un État de droit. C'est le seul moyen aujourd'hui pour en sortir. Évidemment, pendant que vous êtes en train de le dire, vous allez continuer. Il y a, je crois, un journal français de renom, d'ailleurs, qui titrait à la une que le pouvoir de Brazzaville, le régime de Brazzaville fonctionne comme une mafia. C'est une mafia. C'est C'est une mafia. une mafia. Ça, on a tous les éléments pour le démontrer et nous le démontrerons et c'est l'état de droit qui nous sauvera. Hein? Donc, aujourd'hui, les milliards qui se baladent comme ça Malade. d'un point A à un point B, d'une frontière à une autre sans que les gens soient inquiétés, que des personnes perçoivent de l'argent qui sort du trésor public en réalité, parce que c'est l'argent du contribuable, ça, hein, et qui est distribué comme ça à Valo, il y a un problème, ça interpelle, ça interpelle. Mais la réalité, c'est que pour faire un raccourci avec ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, vous voyez, moi je crois que pour l'argent, pour parler de l'argent, c'est avant tout un état d'esprit. L'argent, le délégué général l'a dit, ce n'est pas ce qu'on a, mais c'est ce qu'on est. Et en Afrique de l'Ouest, je pense qu'ils ont une longueur d'avance sur nous, comparé à l'Afrique centrale. Mais l'Afrique centrale a cette capacité, c'est qu'on peut aller très vite. On peut rattraper le temps perdu de manière très vite, parce que nous sommes aussi en avance peut-être sur certaines choses. Mais la réalité aujourd'hui qu'il faut comprendre, c'est que tous les ingrédients sont réunis au Congo-Brazzaville pour qu'on ait un jeune capitaine qui débarque et qui mette un frein à toute cette pagaille. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Tous les ingrédients sont réunis pour qu'un jeune capitaine ou un jeune colonel débarque et mette un terme à toute cette pagaille organisée, tout ce système mafieux qui est orchestré depuis des années, des décennies. Et c'est là où j'en appelle aux autorités congolaises, négocier pendant qu'il y a encore temps, parce qu'après, ce sera trop tard. Négocier alors qu'il est encore temps, sinon après, ça sera trop tard, a dit Robert Alouki. Alors, Benoît Youlou, l'Afrique de l'Ouest bouge. Est-ce qu'on peut penser que ce vent peut balayer ou peut souffler jusqu'en Afrique centrale, puisqu'apparemment, c'est les mêmes réalités?
Mais qui bien sont à sûr, l'origine de ces mouvements? La crise, ça arrive. la pauvreté, l'insécurité, la confiscation du pouvoir, voilà, le bâillonnement, les opposants, les mêmes réalités en fait, comme qui dirait, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Eh, eh oui, c'est le principe du déterminisme, pour ne pas vous reprendre, mon cher Perrin, les mêmes causes produisent les mêmes effets. En Afrique centrale, dans beaucoup de nos États, toutes les conditions sont réunies pour que cette situation, ce vent qui souffle déjà en Afrique de l'Ouest, vienne souffler en Afrique centrale. Et particulièrement au Congo, toutes les conditions idoines sont réunies. Le Congo, c'est un volcan éteint dont le magma est en ébullition. Et à la première occasion, tout va s'embrasser. Comme a su bien le dire mon cher Adouki, il est temps qu'ils se saisissent pour qu'ils négocient, qu'ils instaurent un vrai dialogue. Il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas se produire. Parce que Sassou a pris ses dispositions en faisant venir des Tutsis dans le sud du pays. Ces Tutsis sont des militaires, je l'ai dit tout à l'heure, je crois, des militaires tapis dans l'ombre. Et quand demain nous allons restaurer la démocratie, ces gens vont se lever pour provoquer la pagaille dans notre pays. Donc c'est une façon de se maintenir au pouvoir en plaçant son fils qui sera bien gardé par les Rwandais. M. Sassou est en train de déstabiliser non seulement notre pays, mais déstabilise l'Afrique. Toutes les conditions sont vraiment réunies pour que le Congo puisse basculer non seulement dans la violence, mais dans une révolution indescriptible et inattendue. Vous savez, là où il y a oppression, il y a nécessairement révolte. Et ça arrivera, j'en suis fort convaincu que ça arrivera, parce que ça ne peut plus durer. Le Congolais ne peut plus aller plus bas que terre. Trop, c'est trop, et quand c'est beaucoup trop, c'est mauvais. Monsieur Benoît Youlou, nous allons donc conclure. Jean-Paul Ebenga, est-ce que de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, lorsqu'on regarde ce qu'est devenu le Congo, sommes-nous là dans la logique, comme il aimait à le dire à ses partenaires, à ses amis, à ses collègues, qu'après lui, ce sera le déluge? Qu'il l'ait dit ou non, tel qu'il est en train de gérer le pays, nous ne serons pas dans une espèce de déluge. Nous ne serons pas dans une espèce de déluge parce que nous avons des cerveaux, des Congolais sont des personnes qui réfléchissent, capables de redresser tout. Donc, dire qu'il y aura un déluge, c'est juste pour continuer à apeurer les gens. Et il ne peut apeurer que ceux qui sont ses partisans, parce que les autres Congolais savent que le Congo regorge énormément de ressources pour ne pas tomber dans une espèce de déluge, pour ne pas être redressé. Donc, c'est juste, selon vous, c'est juste une manière de dire à son entourage que c'est l'homme providentiel, c'est lui, donc, ou c'est lui ou rien. En dehors de moi, il n'y a pas quelqu'un d'autre, tout simplement. Et malheureusement, dans la configuration sociale de notre pays, vous avez des gens qui croient. Mais en premier lieu, c'est des propres parents, son clan, et puis voilà. Donc, il amène là un grand groupe de compatriotes, malheureusement, qui n'ont pas la capacité de beaucoup réfléchir, mais il les conduit droit vers la mort bête. Et comme ceux qui m'ont précédé l'ont dit, je crois qu'un être humain est perfectible, j'y crois. Voilà pourquoi on peut de temps à autre peut-être lui faire quelques propositions. C'est peut-être maintenant le temps d'utiliser le terme « le ciel ne tombera pas », en ce sens que s'il s'arrêtait et qu'il disait « bon, aujourd'hui nous allons maintenant construire le pays, l'arbitraire nous l'effaçons, tous ceux qui sont emprisonnés actuellement, qui ont donc par rapport à lui qui ont fait des délits d'opinion, puisqu'on doit gérer le pays dans la démocratie, je dois les sortir de prison. S'il prend cet engagement-là, le ciel ne tombera pas.
Le ciel sera même soutenu et c'est en ce moment-là que l'on cherchera à construire correctement notre pays. Et non d'utiliser le ciel ne tombera pas dans le cas que l'on venait de relever tout à l'heure, parce que c'est bien malheureux qu'un être humain en plein 21e siècle tienne encore des propos aussi rétrogrades que ça. Vous voyez? Moi, je suis... Bon, maintenant, pour revenir sur ce que vous avez relevé tout à l'heure, France, moi, je dirais que ce n'est pas l'échec de la diplomatie française, ce n'est pas l'échec de la France, c'est la prise de conscience des Africains. C'est cette prise de conscience qui fait que les choses changent. Et donc, un bouleversement au niveau de l'Afrique centrale, c'est incontournable. Ce vent qui souffle depuis l'Afrique de l'Ouest atteindra l'Afrique centrale parce qu'il y a eu une prise de conscience des jeunes générations. C'est incontournable. L'Africain est déterminé à se dire, comme j'avais écouté le président Bongo, quand un Africain passe, il faut qu'on dise, voilà, il y a un homme qui passe. Il avait tout dit. Et nous avons atteint ce niveau-là parce que là, si vous prenez même l'école, on a été dans leurs écoles, on a montré nos capacités, on a été égaux, nous avions été égaux, peut-être même meilleurs par rapport à... Donc, il y a rien qui fasse que nous tenions la queue, qui nous commande, qui nous oblige, qui nous impose. Plus rien de cela ne devra se faire. Plus rien. Donc, ce n'est pas l'échec de la politique. Si à cet échec-là, oui, je souhaite même qu'il y ait échec parce que c'est de la France-Afrique. Elle doit échouer. Mais non, la France, en tant que pays, avec des habitants, nous avons des liens. On a des liens par le mariage et autres. Oui, vous savez, même l'Afrique antique, l'Afrique du temps de l'époque pharaonique a développé le partage. L'Égypte pharaonique a reçu des Européens à partager la connaissance avec ces derniers. Et il y a une posture de domination. On ne cherche pas à dominer un être humain. Donc, ce que les Européens ont adopté comme mode de vie, mode d'élévation, c'est complètement erroné. Nous devons être dans le partage et en ce moment-là, s'ils ont la connaissance, ils découvrent des ressources par chez nous. C'est nous qui devons fixer les prix. Nous devons gagner tous ensemble. Et donc, si ce sont les Français qui découvrent des ressources, ben, on se partage les avantages de façon égale. Si ce sont les Russes, si ce sont les Américains, c'est comme ça que le monde doit fonctionner. Mais on n'a pas à avoir de ceux-là qui dominent. L'Afrique aujourd'hui, c'est un état d'esprit de se défendre. Ce n'est pas un pays d'Afrique ne peut pas faire la guerre à la France. On va faire la guerre, même pour faire la guerre, là, pour avoir les armes, il faut acheter les armes à la Russie. On ne peut pas dépenser de cette façon. Mais que la France, que l'Angleterre, que les États-Unis sachent qu'il y a un état d'esprit tel que ces gens-là, ces Africains ne vont plus se laisser faire. Ils n'accepteront plus être dominés. Et donc, il faut changer de paradigme en rencontrant, en collaborant, en travaillant avec les ressortissants de cette partie du monde, qu'est l'Afrique. Voilà ce que les Occidentaux doivent comprendre. La France pourra prendre même l'arme nucléaire ou quoi, personne ne va reculer. Personne ne va reculer. Les États-Unis ont utilisé la bombe atomique contre le Japon, mais le Japon continue à exister. Donc, cette logique-là de domination, de brutalité, d'agression et autres, ça a un non-sens dans l'évolution de l'humanité. En tout cas, merci, M. Jean-Paul Ebenga. Nous sommes donc là à la fin de notre émission, telle de l'eau qu'on veut contenir, sinon une vague qui se déchaîne, on ne peut plus la contenir, et donc l'Afrique est dans le chemin, allez dire, de la liberté et désormais de la souveraineté, et il faut s'y mettre. Pour ceux qui vont s'opposer, évidemment, ils seront entraînés par ce courant d'eau, probablement. Je vois monsieur Benoît de faire signe, il souffre de quelque chose. Allez-y, monsieur Benoît Hulot. Non, je voulais parler du tsunami africain. Il souffre. Il va avaler tous ceux qui se mettront de travers. Robert, si vous me l'accordez. Un mot de la fin? Oui, un petit mot de la fin, mais c'est, allez, on va dire, c'est un message d'espoir, mais c'est comme dans toutes les luttes, hein, c'est très long. Moi, je crois qu'il faudrait qu'on prenne l'après Sassou comme une opportunité pour le Congo,
de renouer avec des règles acceptées par la majorité afin que le Congo rejoigne le concert des nations civilisées et prospères. Nous avons le devoir d'éduquer ce peuple en utilisant toute la pédagogie possible afin qu'elle puisse prendre ses responsabilités. Et M. Christian Perrin, si cet après-Sassou se faisait avec le général Jean-Marie Michel Mokoko, quel bonheur pour les Congolais. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission. Merci, monsieur Jean-Paul Ebenga. Je rappelle que vous êtes délégué général du mouvement pour agir. Vous étiez accompagné de monsieur Robert Adouki et Benoît Youlou, tous deux membres distingués du mouvement pour agir. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. À vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous avoir encore fait confiance. Comme d'habitude, je vais justement vous inviter à liker, à partager pour nous aider à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. On se dit au revoir et à très bientôt. Mais d'ici là, comme j'aime à le dire, prenez vraiment soin de vous. Merci.